Bonjour, je suis Sabrina de la chaîne littéraire Sab en Live. Et aujourd'hui, je vous parle d'un roman qui s'appelle Les promesses orphelines de Gilles Marchand aux forges de Vulcain. Commençons par quelques extraits. Qu'est-ce qui fait une vie réussie? Succès professionnel? Succès amoureux? Succès familial? Amical? Social? Moral? J'ai longtemps cru que c'était une espèce de combinaison de tout cela. Une belle vie professionnelle et une famille aimante et souriante, des pâtes dans l'assiette et un enfant dans le landau. À l'adolescence, je me suis dit qu'une vie réussie était une vie qui changeait le monde, ou du moins qui participait au progrès. C'était au siècle dernier, c'était après les guerres mondiales. Dans ces années où on priait le ciel pour que ça reste de l'histoire ancienne, et on lisait les journaux pour vérifier si la guerre froide n'avait pas pris quelques degrés. Depuis, on a lancé des trains toujours plus rapides à travers les plaines, creusé un tunnel sous la Manche, construit des tours vertigineuses, permis aux hommes et aux femmes de tous les pays de se connecter en même temps sur les mêmes réseaux. On a envoyé des Concorde et des fusées dans le ciel. Et surtout, je dis surtout parce que je ne supporterai pas que l'on s'habitue à cet événement, on a marché sur la Lune. C'est que ça nous a apporté du rêve, cette histoire de conquête spatiale. C'était quand même mieux que de s'envoyer des missiles à la gueule. On rêvait grand, on rêvait loin, on rêvait ambitieux, aérien, rapide. On avait de l'amplitude dans les idées et de l'essence dans les moteurs. On ne manquait de rien, niveau fantasme. Et ceux qui abandonnaient leurs rêves les laissaient pour les autres. Il y avait Gandhi, il y avait Martin Luther King. Il y avait aussi Yuri Gagarin et Neil Armstrong. À l'époque, on parlait uniquement des hommes, mais ça m'allait bien dans la mesure où je m'apprêtais à en devenir un. Ça m'allait bien, mais je sentais que je n'avais pas les épaules. Je n'avais pas de prédisposition pour changer le monde. Je n'étais pas douée en maths, ni en physique, encore moins en chimie ou en biologie. Je n'étais pas non plus habile de mes mains. Lorsque je coloriais, je débordais. Lorsque je voulais coller un objet à un autre, c'étaient mes doigts qui se retrouvaient englués. Mes parents ont rapidement compris qu'il était plus sage d'exclure scie, sécateur et autres objets tranchants de mes loisirs. Enfin, et c'est sans doute l'élément le plus déterminant si l'on a l'ambition de changer le monde, je n'avais pas une âme de chef. Alors, je n'étais pas exigeant, et je me disais que je me serais bien contenté d'un rêve d'occasion, un que j'aurais trouvé sur le trottoir quand j'étais gamin. Je l'aurais retapé, un peu lustré, et j'en aurais fait un beau projet de vie. Alors que les 30 gloriaient, j'étais enfermé dans une petite maison isolée au centre de la France. Il n'y avait même pas de trottoir devant chez moi. De l'herbe, ça oui, il y en avait. Des mauvaises pour la plupart. Et un peu de gravier. Personne n'ira abandonner un rêve sur le bas-côté d'une départementale. À la limite, un automobiliste ingénieur entre plein de projets. Mais qu'est-ce qu'il serait venu faire ici? Il n'y avait rien à imaginer. Il n'y avait rien à ingénier là où j'habitais. Le temps filait et j'observais ça depuis chez moi. J'attendais les nouvelles de Paris où j'étais née, parce que j'avais la sensation que c'était là-bas que ça se passait. Ou aux États-Unis d'Amérique. N'importe où plutôt que dans mon hameau qui n'avait même pas de vrai nom. On l'appelait le hameau. À l'école, quand on me demandait où j'habitais, je devais indiquer le numéro de la départementale. Et mes camarades voyaient en gros où c'était, entre la forêt et la forêt, entre un champ et un champ. Pour autant, je me suis accrochée. C'était une époque folle. On y croyait, tout était possible, et je dévorais les magazines et les articles de journaux. Je voulais en être. Je voulais participer d'une manière ou d'une autre à cette grande course en avant. Et si je n'avais pas une âme de chef, j'étais persuadée que je pouvais être un bon second, au moins un bon troisième, disons un bon équipier. Je savais que je ne serais pas celui qui irait dans l'espace, mais je voulais être de ceux qui allaient lancer la fusée. J'étais prêt à gratter l'allumette, à appuyer sur le bouton, et tant pis si la lumière allait sur les autres. Et j'ai touché du doigt l'inatteignable.
et le progrès s'est pris un choc pétrolier dans la gueule. Et puis un TGV. Tout ça, c'est un peu la même histoire. C'est la mienne en tout cas. J'ai failli réussir ma vie. Chapitre 1. Nous nous sommes rencontrés dans une boule à neige avec un couple de danseurs à l'intérieur. Elle était derrière les flocons, derrière les danseurs. Elle m'a dit « Faut secouer très fort ». Elle a fait le geste, comme ça, au cas où je n'aurais pas compris. Je n'ai pas osé secouer, je n'ai pas osé toucher. C'était comme si la boule était sacrée, ou que j'avais peur qu'elle disparaisse. Je n'ai pas bougé, j'ai attendu et elle est partie entre les flocons. J'ai plissé les yeux pour la regarder s'éloigner. Alors, j'ai demandé combien coûtait la boule et je l'ai achetée. À n'importe quel prix, je l'aurais prise. Ce n'était rien que des francs. En ce temps-là, les boules à neige se payaient en francs. J'ai ouvert mon porte-monnaie. J'en ai sorti 2 pièces. Tant pis pour le tour de manège, tant pis pour la limonade. Je suis ressorti à toute allure de la cahute. Rien à droite, rien à gauche. À part l'odeur des gaufres et puis celle des saucisses. Et les notes d'un accordéon qui se frayait un chemin dans la poussière. C'est que ça tapait du pied. C'est que ça dansait. Ça tournait sur soi-même. Une valse en guinguette. La fête foraine battait son plein. Je suis allé devant la scène où un nouvel orchestre se préparait. Elle n'y était pas. Elle avait disparu. En ce jour d'été 1954, du haut de mes 8 ans, j'ai ressenti ce drôle de sentiment contradictoire. Je savais que je ne serais plus jamais seule, et pourtant, jamais je n'avais été aussi seule. J'ai sorti la boule à neige de ma poche au cas où elle y serait revenue. Le couple de danseurs m'a regardé d'un air désolé. Elle n'y était pas, et l'accordéoniste avait arrêté de jouer. Chapitre 8. Mon enfance s'est achevée comme ça. Des étés très longs, des hivers très longs. Les années 1950 se terminaient, les années 1960 s'apprêtaient à débouler, tapis dans un angle du calendrier. Le monde continuait de changer à toute allure. Je le contemplais depuis la fenêtre de ma chambre. J'ai eu 12 ans, j'ai eu 13 ans, j'ai eu 14 ans. Même champ, même arbre, même nuage paresseux dans le ciel. Et pourtant, partout ailleurs, c'était la course au progrès. On parlait d'acheter un téléviseur, un aspirateur, un lave-linge. On nous disait qu'il fallait être heureux. Alors on tâchait de l'être pour ne pas fâcher la vie. Le jeudi, j'allais jouer avec les copains. On tapait dans des ballons, on faisait exploser des pétards, on se racontait des histoires, comme quoi on irait sur la Lune et qu'en l'an 2000, on conduirait des voitures volantes. On a fumé nos premières cigarettes sans avoir besoin de se cacher. On avait toute la campagne pour être peinards. Je leur ai raconté Spoutnik. Vous vous rendez compte, les gars? Ils ne se rendaient pas compte. J'ai mis toute mon énergie pour qu'ils mesurent l'importance du premier lancement de satellite. Je leur ai raconté le traumatisme pour les Américains d'avoir été moins rapides. Je leur ai dit que c'était la conquête de l'Ouest, mais avec des constellations plein les besaces, que tout allait changer, que plus rien ne serait jamais comme avant. C'était pas désagréable, entre la sortie des cours et les devoirs, d'avoir un petit moment dans les étoiles. Je leur ai raconté Laika en novembre 1957, Explorer 1 en février 1958. Je leur ai raconté Luna 2 en septembre 1959. Le premier objet spatial à entrer en contact avec la Lune. C'est fou, non? Je leur disais ça en pointant le doigt vers le ciel, comme si on pouvait les toucher, ces nouveaux satellites. On est entrés ensemble dans le livre par la lecture. Maintenant, je vais vous raconter ce qu'il m'a laissé, à moi, une fois la dernière page tournée. Assez-le, qui ne pose pas le pied sur la Lune. Gilles Marchand signe un roman profondément humain, traversé par la lumière des 30 Glorieuses et par l'élan naïf mais magnifique du progrès. Pas de grandes fresques politiques ici, juste des inventions, des rencontres, et cette façon très française de croire que le futur sera meilleur si on s'y met tous, même modestement. Au cœur du livre, il y a Gino, un gamin qui tombe amoureux une fois et pour toujours. Un garçon qui aime son père ingénieur, sa mère, son frère, la vieille tante, Roxane surtout,
et toutes les machines, qui promettent un monde plus vaste. Gino veut participer, contribuer, être utile. Il rêve d'espace, de téléphérique, de fusées, de modernité. Il rêve comme on respire. Mais l'école ne veut pas de lui. Il décroche, il s'évade, il ne retient que ce qui l'enflamme. Et pourtant, ce qu'il comprend, il le comprend vraiment. Marchand en fait un personnage d'une tendresse rare. Un homme qui avance à sa manière, sans éclat, mais avec une fidélité absolue à ses rêves et à ceux qu'il aime. Le roman raconte cela. Comment on participe au monde, même quand on n'a pas les bons outils. Comment on devient quelqu'un sans jamais monter sur la Lune. La citation sur Michael Collins, celui qui reste en orbite pour ramener les autres, résume parfaitement cette humanité-là. Il faut aussi des gens qui ne posent pas le pied sur la poussière lunaire pour que l'histoire avance. Un livre doux, lumineux, profondément humain, un vrai coup de cœur. Alors, si ce genre de voyage littéraire vous parle, abonnez-vous, likez, partagez. Et à très vite pour de nouvelles lectures.